Je m'appelle Camille. Je rentrais d'affectation, mon premier Noël en famille depuis des années, quand mon père m'a envoyé ce texto. Noël est mieux sans toi, ne viens pas. J'ai répondu d'un seul mot. Compris. Puis j'ai fait, en silence, quelques changements dans les dossiers où mon nom vivait encore. 48 heures plus tard, 7 appels en absence, dont un de leur avocat. J'ai 28 ans, je suis sergent-chef dans l'armée américaine, et jusqu'à récemment, la fille qui envoyait la moitié de sa solde à la maison chaque mois parce que je pensais que c'était ça, la famille. Je suis affectée en Allemagne depuis 1 an. Je n'ai pas vu les miens depuis presque 4 ans. Pas par manque d'envie, mais parce qu'on ne traverse pas l'Atlantique indéfiniment pour se sentir figurante dans son propre salon. Petite pause. Vous voyez le bouton « S'abonner » ? Cliquez dessus et la prochaine histoire viendra d'elle-même se glisser dans vos écouteurs. Un j'aime est comme un petit signe de soutien. Il nous aide à continuer à raconter. Alors, on reprend ? Cette année pourtant, j'avais de l'espoir. Ironique, non ? On pourrait croire qu'une personne formée à l'évaluation du risque tactique saurait cesser de parier sur ceux qui ne sont jamais là. Mais je suis humaine avant d'être soldate. Et les humains espèrent, même quand ils ne devraient pas. Quand ma perme de Noël a été validée, j'étais sincèrement heureuse. Je n'avais pas passé les fêtes à la maison depuis mon engagement. Je me suis imaginé ma mère émue, peut-être même me mettant une assiette de plus à table. Mon père m'offrant une bière sans malaise. Ma sœur posant une question sur ma vie au lieu de ses soucis de bagnole. J'ai pris un billet non remboursable, apparemment je crois aussi au miracle. J'ai écrit à ma mère « J'ai ma perme, je rentre pour Noël. J'ai hâte de vous voir. » Elle a réagi avec un cœur, pas un mot, juste un petit cœur rouge. J'ai essayé de ne pas surinterpréter. 12 jours avant Noël, mon téléphone a vibré alors que j'étais à moitié d'une barre protéinée dans la cuisine de la base. Message de mon père. Noël est mieux sans toi, ne viens pas. Je l'ai fixé longtemps, espérant la blague, la faute de frappe, n'importe quoi. 2 minutes plus tard, ma sœur. Ça va juste tout rendre gênant. S'il te plaît, ne viens pas. Ça m'a frappé plus que ça n'aurait dû. Pas parce qu'elle a déjà été chaleureuse, mais parce que c'était le genre de message qu'on envoie à un ex, pas à sa sœur. Je n'ai pas contesté. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai juste écrit, compris. J'aimerais dire que je n'ai rien ressenti, habitué, mensonge. Mon cœur s'est brisé pas bruyamment, pas théâtralement. D'une façon calme et familière, celle où quelque chose en toi se déplace et tu sais que ça ne reviendra pas en place. Et puis autre chose est venue. Pas la colère, pas la vengeance, la clarté. Cette nuit-là, je me suis connectée au système où mon nom traînait encore. Le compte, temporairement commun des factures depuis 3 ans. L'assurance auto de ma sœur, débitée, discrètement, sur ma carte depuis sa perte d'emploi. Et surtout, le portail du prêt hypothécaire où j'envoyais de l'argent chaque mois sans figurer sur l'acte. La maison n'était pas à moi, mais je l'avais maintenue à flot. Mon père n'avait pas pu obtenir le prêt après son licenciement. Mes revenus et mon crédit avaient permis l'accord. Depuis, j'étais la béquille invisible dont personne ne parlait. J'ai opéré quelques gestes simples. D'abord, j'ai coupé tous les virements automatiques. Ensuite, j'ai envoyé un mail formel au gestionnaire du prêt. Je ne contribuerai plus et toute communication doit passer par l'emprunteur principal, mon père. Vous êtes sûr ? M'a demandé l'agent au téléphone. Cela peut déclencher un rééchelonnement ou une perturbation des paiements. J'ai hoché la tête, même si elle ne me voyait pas. Oui, sûr. Et j'ai fait quelque chose que j'explique mal. J'ai quand même pris l'avion. Oui, je sais. Il m'avait dit de ne pas venir. Le message était clair. Mais le billet était pris. Et peut-être qu'une part têtue et triste en moi avait besoin d'aller jusqu'au bout, rentrer une dernière fois, même sans franchir le seuil de la maison. J'ai atterri 2 jours avant Noël. Pas de location de voiture. Un taxi vers un motel fauché près de l'autoroute. Murs trop fins et rideaux aux taches suspectes. Assise au bord du lit, j'ai fixé cette ville que je connaissais par cœur. Même vitrine, même réverbère,
même vent froid dans les arbres nus, mais moi, je n'y appartenais plus. Étrangère en sursis dans ma propre vie. Je n'ai pas passé devant la maison. Je n'ai écrit à personne. J'ai attendu. Le lendemain matin, mon téléphone vibrait sans arrêt. 7 appels manqués, 3 de mon père, 2 d'un numéro masqué, 1 de ma sœur, 1 d'un numéro inconnu. Jusqu'à ce que le message vocal se lance. Mademoiselle Morgan, ici maître Nathan Callaway, conseil de vos parents. On m'informe que vous avez retiré votre soutien financier lié à leur hypothèque. Ils sont, compréhensiblement, préoccupés. J'aimerais vous parler avant que cela ne crée d'autres complications. Complications? Maintenant, ils étaient préoccupés. Pas quand je virais de l'argent à travers l'Atlantique, pas quand je manquais anniversaires, fêtes, années entières. Non, quand l'argent s'est arrêté. Je n'ai pas rappelé. J'ai commandé un plat bon marché, tiré le rideau mince du motel et laissé le silence m'envelopper comme une armure. J'étais officiellement à la maison pour Noël, juste pas là où ils pouvaient me voir. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti le bord d'une chose oubliée, le contrôle. Je ne sais plus quand j'ai compris que j'étais l'outsider de ma propre famille. Pas d'événement unique, pas de dégage de chez moi, dramatique. Juste une accumulation lente où l'on te rappelle poliment, passivement, avec un rictus que tu es utile, mais pas essentiel. Présente, jamais centrale. J'avais 8 ans quand Ellie est née. Ma sœur est arrivée rouge et hurlante, et mes parents l'ont traitée comme si elle était tombée du ciel sur son nuage personnel. Mon père l'appelait le bébé miracle. Et moi, la première partie d'échauffement, j'étais une enfant calme, pas sombre, pas bizarre, autonome. Je lisais, j'alignais mes petits soldats, j'avais des notes correctes. Personne ne s'inquiétait pour moi. Et chez nous, ne pas avoir besoin signifiait ne pas avoir d'attention. Mon père était contremaître dans une aciérie. Grosse personnalité, rire fort, avis tranché. Il pensait que l'émotion était une faiblesse sauf si elle sortait en poings serrés ou en voix qui tonne. Si je pleurais, arrête ton cirque. Si je me taisais, tu fais ton cinéma. Si je me mettais en colère, arrête d'agir comme une fille, ironique, puisque j'en suis une. Ma mère était plus douce, mais de cette douceur brumeuse où tu n'es jamais sûr qu'elle soit vraiment là. Elle oubliait les réunions parents-prof, l'heure de mes entraînements, parfois mon déjeuner. Mais elle n'oubliait pas le gala de danse de Halle, ses goûters, ses copines. Je n'étais pas mal aimée, juste peu vue sauf quand je faisais une bêtise. À 16 ans, j'ai pris un job à la station-service et j'ai économisé chaque dollar. Rêve, une voiture d'occasion, filer tout droit jusqu'à ce que le monde s'élargisse. 1 mois plus tard, mon père a emprunté mes économies pour réparer le toit. Le toit n'a jamais été réparé, mais les 16 ans de Hayley ont eu DJ et cupcakes traiteurs. À 19 ans, je me suis engagée. Personne n'a tenté de m'arrêter. Mon père, évident. Ma mère a pleuré performative, comme si elle jouait le rôle de la maman qui pleure. Allen n'a rien dit. Elle a dû supposer que je reviendrais, gravitant comme toujours. Les classes furent brutales mais limpides. Règles, attentes, conséquences. Tu travailles, tu gagnes, tu appartiens. Pour la première fois de ma vie, j'avais une place. Pendant ce temps chez eux, tout changeait sans qu'on me le dise. J'ai appris le licenciement de mon père par un lien GoFundMe que ma mère a posté sur Facebook. Temps difficile, on essaie de tenir. Chaque petit geste aide. J'ai fait mon premier virement sans réfléchir. 2000. Mon père n'a pas remercié. Il a écrit « Ça fera le mois. Dis-moi quand tu peux renvoyer. » Ensuite, c'est devenu une routine. Électricité, assurance, hypothèque. Toujours une raison. Toujours un soupir de ma mère et un sermon de mon père. C'est pas pour toujours. T'es la seule qui t'en sort. Allait, elle, chercher sa voie entre 2 temps partiels. À 22 ans, elle a craché sa deuxième voiture. J'ai payé la franchise et aidé pour un SUV d'occasion. Elle a envoyé un texto d'un mot. Merci. 1 mois plus tard, elle a posté « Quand on travaille dur, on mérite ses récompenses. »
Je n'ai rien dit. J'ai juste fait une capture, glissée dans un dossier. Dette impayée, chose tue. 4 Noëls plus tôt, ma dernière vraie tentative. Mon ancien lit transformé en débarras. Je dors sur le canapé. Au dîner, mon père lève son verre à Ali, celle qui est toujours là. Le lendemain, pas de cadeau à mon nom. Juste une tasse, grumpivette. Tout le monde rit. C'est une blague, dit ma mère. J'ai souri, parce que c'est ce qu'on fait quand on est la blague ambulante. Après ça, j'ai cessé de revenir. Je continuais d'envoyer l'argent, de répondre aux appels, mais en moi les portes se sont fermées, une à une. Et malgré tout, j'espérais encore. Cette année, je me suis dit, peut-être qu'ils ont changé, peut-être qu'ils seront contents de me voir moi. Espoir idiot. Mais l'espoir n'attend pas la permission. Il débarque. 2 jours avant Noël, la première vague d'appels. J'ai ignoré, pas par dépit, par hygiène. Je ne devais plus l'urgence à personne. J'étais fini de courir en pompier dès qu'un 503 s'allumait. Le lendemain, 2e vague, 7 appels avant midi, dont un cabinet Callaway Green. J'ai écouté le message, puis je suis sorti marcher. Neige fine, juste assez pour poudrer les épaules, pas assez pour embellir quoi que ce soit. Les rues n'avaient pas changé. Moi, si. Le soir, l'aubergiste m'a dit que le téléphone d'accueil n'arrêtait pas de sonner. Pour moi. J'ai haussé les épaules, suis monté et ouvert une bouteille de whisky bon marché. À l'écran, de vieux modules d'entraînement. Non par nostalgie du terrain, mais pour me rappeler qui je suis quand on ne m'exploite pas. Vers 1 heure, les messages ont changé de ton. D'abord, tu ne peux pas abandonner ta famille. On avait besoin de cet argent. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Puis, maman pleure toute la journée. Papa a des douleurs à la poitrine. Ton silence les tue. J'ai levé mon verre aux manipulations émotionnelles. Millésime 1995. J'ai presque cédé non parce que j'y croyais, mais parce qu'on m'a conditionné à apaiser, résoudre, porter. Alors j'ai repensé à ce que m'a dit un de mes supérieurs. Le silence que tu gardes est souvent plus fort que tout ce que tu diras. Je l'ai gardé. Le matin du réveillon, c'était biblique. Versets, publications cryptiques de Halley. Certains oublient qui les a nourris quand ils crevèrent de faim, avec photos de famille, 3 chaussettes au mur. Pas la mienne. Là, j'ai rompu le silence pas par un appel, mais par un album, pour que ce soit clair. Légende. Parfois, la famille n'est pas celle qui demande des preuves chaque fois que tu dis que tu es fatigué. À l'intérieur, capture d'écran, virement, paiement d'assurance, relevé d'hypothèque, IBAN masqué, date, montant, pas de commentaires. Juste des preuves. La réaction a été immédiate, commentaires en cascade, des cousins perdus de vue. Camille, sérieux, tu payais tout ça? On nous a toujours dit que tu les laissais tomber. On n'en savait rien. C'est tordu. Le Facebook de ma mère est passé au noir. Mon père a changé sa photo pour une pause. Pêche. Classique évitement. Hailey a posté un truc passif-agressif sur les gens qui vivent pour le drama. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement prolongé le motel d'une nuit. À 18h32, message vocal de mon père. Tu es allé trop loin, Camille. Tu nous as humiliés. Je ne sais même plus qui tu es. Avant tu étais loyal. Maintenant tu es cruel. Bravo, tu as gâché Noël. Étonnant puisqu'on ne m'avait pas invité. À 19h10, allez. Tu as fait ton point. Il panique. Maman ne mange pas. Papa menace de vendre la maison. Contente? Non, je n'étais pas contente. Juste lucide. J'ai tapé une réponse. Je l'ai effacée. J'ai gardé le silence et j'ai compris que je n'attendais plus qu'ils comprennent. J'apprenais à cesser d'expliquer. Le matin de Noël, aucun appel, aucun chantage. Juste le ronron du mini-frigo et un voyant clignotant. Nouveau message. Maître Callaway, encore. Les émotions sont vives. Ils voudraient vous voir. Une discussion calme peut résoudre ça. Résoudre quoi? Une décennie de gaslighting? La prise d'otage financière? Malgré tout, la curiosité. J'ai fixé rendez-vous. Demain, 18h, Dennis's Diner,
route 12, banquette du fond, terrain neutre, lieu public. Et je ne leur ai pas dit que je viendrais avec quelqu'un. Le lendemain, arrivé 10 minutes en avance. Un café, pas de nourriture, l'estomac n'aurait pas suivi. L'endroit était feutré, vieille jukebox, guirlande qui clignotait encore. Banquette du fond, vue sur la porte et toutes les sorties. À 18h03, ils entrent. Mon père, mâchoire serrée. Ma mère, serrant son sac comme s'il risquait de s'enfuir. Allez, grosses lunettes de soleil à l'intérieur déguisement raté. Ils s'installent. Mon père commence. On ne veut pas que ça devienne plus moche. Ma mère, voix fragile. On est une famille. On a tous dit des choses qu'on ne pensait pas. Allez, renifle. Mais publier nos trucs privés, c'était bas, Camille. Même pour toi. Je me cale. Même pour moi? Intéressant? Mon père plisse les yeux. Tu nous as humiliés, ta mère, ta sœur, moi? Je bois une gorgée. Non, c'est vous. J'ai juste cessé de couvrir. Je sors une chemise cartonnée, épaisse, onglets soignés. Puisqu'on est là, soyons clairs. Je la pousse. À l'intérieur, chaque virement, chaque facture, le courrier du prêteur confirmant l'arrêt de mes contributions, le relevé d'assurance de la voiture d'Alais, et oui les captures oubliées. Le visage de ma mère pâlit, mon père devient rouge, la bouche d'Alais se pince. On n'a jamais demandé tout ça, murmure ma mère. Vous n'aviez pas besoin de demander, dis-je. Vous l'attendiez. Mon père tape la table. Tu te crois meilleur? Non, juste pas assez stupide pour continuer à payer des gens qui me traitent de poids. Alais arrache ses lunettes, yeux rouges. Tu es cruel. Tu fais ça à ta propre famille. La famille, c'est une route à double sens. Je la parcours seule depuis des années. La clochette de la porte tinte. Pas besoin de regarder. Oncle Tom, droit malgré la canne, cheveux argent peignés, regard vif, un manteau plus âgé que moi. Il s'approche. Eh bien, c'est cosy. Mon père se redresse. Tom, je ne savais pas que tu étais en ville. Tu ne sais jamais, c'est ça ton problème. Il se tourne vers moi. Contente de te voir, Camille. Tu tiens mieux? Il regarde mes parents, puis elle est. J'ai entendu parler des messages, de votre ton, de l'avocat, des larmes. Ron, tu as toujours été bon comédien. Mon père ouvre la bouche. Rien ne sort. Tom poursuit. Quand Camille est venue me voir l'an dernier, discrètement, elle n'a rien demandé. Elle m'a aidé à nettoyer les gouttières, m'a parlé comme si je comptais. Et quand j'ai eu cette alerte santé, c'est la seule qui s'est pointée. Elle a volé d'un autre continent. Ma mère tente un mot. La main de Tom se lève. Silence. Il sort une enveloppe scellée, la pose devant mon père. Mon testament mis à jour, signé il y a 2 semaines. Camille est l'unique bénéficiaire. La maison, le terrain, l'épargne, tout pour elle. Allez reste bouche bée. Tu plaisantes? Je ne plaisante pas avec les conséquences. Mon père blêmit. Tu nous rayes? Je coupe enfin la gangrène, dit Tom. Et non, vous ne contesterez pas. C'est notarié et chez mon avocat. Il se tourne vers moi. J'aurais dû le faire plus tôt. Pardon d'avoir attendu. J'acquiesce, la gorge serrée. Tu l'as fait à temps. Il repart, sans théâtre. Juste le toc-toc de la canne sur le carrelage. Je me lève, dépose quelques billets. Merci d'être venu. Ma mère cligne vite. Camille, s'il te plaît. Vous avez fait votre choix. Voici le mien. Mon père grogne. Tu vas partir après tout ce qu'on a fait pour toi? Je le regarde droit. Vous n'avez rien fait pour moi. Vous avez fait des choses à moi. Et maintenant, c'est fini. Je pars. Cette nuit-là, dernier message d'Alais. Je ne sais plus qui tu es. Je n'ai pas répondu. J'ai murmuré dans la chambre vide. Quelqu'un qui a enfin appris à partir. Épilogue. 2 mois plus tard, je me tiens au milieu du salon d'oncle Tom, entouré de cartons, et je ressens quelque chose d'oublié. L'immobilité. Pas le silence coupable, la paix réelle. J'ai repris quelques jours après la succession. L'avocat a géré sans drame.
transfert limpide de quelqu'un qui m'a vu à quelqu'un qui a appris ce que être vu peut vouloir dire. La maison est petite, ancienne, calme et mienne, pas gagnée par le sang, la culpabilité ou l'obligation, donnée parce que quelqu'un pensait que je méritais mieux que survivre. Sur la cheminée, une seule photo. Tom et moi sur son porche en train de rire. Je ne me souviens plus de la blague juste de son regard. Fierté. Cette forme d'amour rare qui ne s'annonce pas, elle arrive. Je n'ai pas reparlé à mes parents ou à Haley depuis le dîner. Quelques messages après la publication du testament, supplications, accusations, bloqués, sans remords. On ne doit à personne sa paix sous prétexte de sang. Parfois la famille est celle qui te vide. Et parfois la liberté commence quand tu cesses de la leur laisser prendre. Je ne sais pas encore la suite. Peut-être ouvrir cette maison aux vétérans pour souffler, ou simplement y vivre un moment, apprendre à exister sans attendre l'impact. Dans les deux cas, je ne me retourne pas. Merci d'avoir lu. Ce n'était pas facile à raconter. Peut-être que quelqu'un en avait besoin. Tu penses que j'ai eu raison? Tu aurais fait autrement? Si tu veux d'autres histoires comme celle-ci, abonne-toi. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Partagez ci-dessous votre moment préféré, ou laissez simplement un cœur et le mot « j'écoute ». L'abonnement vous aidera à ne pas manquer les prochains chapitres.